Avant de vous parler de l'importance des relations partenariales entre les institutions publiques et la société civile dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, Madame la directrice m'a demandé de vous dire quelques mots sur mon parcours. Elle vous en a dit déjà un tout petit peu, elle vous en a dévoilé un tout petit peu, mais je voudrais vous dire pourquoi ce sujet de l'Afrique et de l'Europe reste encore important aujourd'hui pour moi, alors que ça fait un peu plus de 40 ans que je vis en Europe, que j'ai travaillé sur 4 de nos 6 continents et que je continue de m'intéresser à nos relations internationales. Je veux juste m'assurer que la personne qui est tout au fond, à côté de la fenêtre, là-bas, vous m'entendez correctement? J'ai un doute. Oui? Ok, parfait. Donc, mon histoire est le fruit d'une immigration non choisie. Une immigration forcée par un drame familial à la fin des années 70 qui m'a contraint, avec ma famille, à rejoindre le Portugal en catastrophe. Et puis, après quelques mois, la France, où j'ai grandi, où j'ai travaillé, j'ai étudié, je me suis mariée, où j'ai eu 2 magnifiques petites filles. Et donc, quand Laetitia dit que je suis profondément attachée à ma double culture, c'est une réalité. Et pour moi, c'est comme un peu les 2 faces d'une même pièce qui ne se sont jamais retrouvées en conflit d'une manière ou d'une autre. Mon histoire est celle de millions de Français et de Françaises qui ont une diversité dans leur parcours, dans leur vie et dans leur histoire. Mais mon histoire, c'est aussi celle de millions de personnes qui fuient les conflits armés, la misère, les conséquences de la crise climatique et d'autres situations qui poussent les êtres humains à chercher refuge ailleurs pour pouvoir survivre. Ces migrations intracontinentales, extracontinentales vont s'accélérer au gré des crises économiques, géopolitiques et environnementales auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Pourtant, je suis née sur l'un des continents les plus grands du monde, un continent qui est plus grand que l'Europe, la Chine et les États-Unis réunis. Un continent qui possède 60% de terres arables, 90% de matières premières et 80%... Attendez. Levez la main ceux d'entre vous qui avaient un téléphone. Je voulais juste m'en assurer. 2 téléphones? Est-ce qu'il y en a qui ont 2 téléphones? 2 téléphones. Et en Afrique, vous avez raison de dire que les gens sont tout autant équipés. Eh bien, figurez-vous que si cette matière rare qui est le coltan n'existait pas sur le continent africain, nous n'aurions pas la possibilité d'avoir ces téléphones dans nos poches et de pouvoir communiquer avec le monde entier, avec les gens qu'on aime, avec nos collègues, etc. etc. Et je parle aussi de la richesse de l'Afrique sur le gaz, sur le pétrole, sur l'or, sur le diamant. Et malgré tout, j'ai grandi avec l'idée que l'Afrique était le continent noir. Pas seulement du fait de la couleur de peau de la majorité des personnes qui y vivent, mais aussi pour les peines, les souffrances qui existent sur ce continent. Vous avez entendu parler des conflits, des guerres, des soulèvements populaires, des coups d'État, des terrorismes, des crises environnementales. Vous avez parlé du manque d'éducation, vous avez entendu parler des problèmes de démocratie, vous avez entendu parler de tous ces sujets, tous ces fléaux internes et externes qui font que ce continent peine à s'appuyer sur ses richesses naturelles pour donner à sa population le destin qu'il mérite. Alors c'est avec cette idée que j'ai grandi. J'ai grandi avec cette idée que l'Occident avait tout et que l'Afrique n'avait rien. Et j'ai grandi avec cette idée que c'était une chance pour moi d'être en Europe, d'y vivre, et qu'il fallait absolument que je donne un sens à cette histoire familiale et à ce déracinement toujours douloureux. J'ai donc travaillé dur pour y arriver et j'ai décidé de miser sur les études. Vous vous souvenez, je pense, de ce que disait Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. Je sais
combien ne pas pouvoir déchiffrer ce monde complexe peut être frustrant. Je sais combien le manque d'éducation peut étriquer nos rêves. Et j'ai donc commencé par faire des études de droit, parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin, et je voulais accompagner les victimes des injustices dont j'avais été si souvent témoin. Je voulais aider ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne comprenaient pas, et ceux qui n'avaient pas accès à leurs droits fondamentaux. Et bien que je ne croie pas au déterminisme social, j'ai rapidement été rattrapée par les paradoxes de notre système méritocratique républicain qui font que sans code, sans réseau et sans moyens financiers, une petite fille de ma condition sociale ne deviendrait jamais la grande Gisèle Halimi qui m'impressionnait tant par sa verve et sa détermination. Je me suis donc tournée vers le monde des affaires, celui où, d'après ce que j'avais appris, on réussissait par la force de son travail et de son talent, ni par sa couleur de peau ou son origine culturelle. J'ai donc créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans. Je l'ai dirigée pendant une dizaine d'années avant de rejoindre mon premier grand groupe technologique mondial. J'avais tellement été fascinée par la création du fax, l'invention d'Internet, des téléphones mobiles et puis des ordinateurs personnels. Et puis ensuite par l'arrivée de Google qui était en train de démocratiser l'accès à l'information. Je sentais que cette révolution technologique allait changer le monde, pour le meilleur et pour le pire. Je sais bien que pour vous, la majorité d'entre vous qui êtes dans cette salle, qui êtes des générations Y et Z, ça peut vous paraître remonter à l'âge de pierre. Mais sachez que tout cela date d'à peine une génération, d'à peine 25 ans. C'est ainsi que j'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans le monde des technologies et je suis successivement passée par Orange, par Dell, ensuite je suis arrivée chez Lenovo, où j'ai été nommée PDG en 2016. Et puis, à l'âge de 33 ans, j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un executive MBA et compléter ma formation de droit, parce que comme vous pouvez l'imaginer, quelqu'un qui a fait des études universitaires pour devenir avocat et qui se lance dans le monde des affaires, le plafond de verre n'est jamais très loin. Donc j'ai fait un executive MBA et je suis devenue, quelque temps après, Laetitia Elouette le disait tout à l'heure, je suis devenue vice-présidente pour le continent africain du groupe Hewlett-Packard. J'ai rapidement compris qu'il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter d'apprendre pour grandir soi-même, mais aussi pour développer sa carrière. Et quelque temps plus tard, eh bien, j'ai eu la chance de retourner sur le continent sur lequel j'étais née, et puis de contribuer à son développement au travers des technologies. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'étais convaincue que l'Afrique, après avoir manqué les 3 premières révolutions industrielles, ne pouvait pas manquer la conception des objets connectés, des robots, des drones, des imprimantes 3D, etc., etc., et que l'exportation des matières premières à l'état brut ne suffirait plus à accélérer le développement de ce plus jeune continent du monde. Il faut, j'en suis convaincue, pour redonner espoir à une jeunesse qui préfère risquer sa vie et traverser la Méditerranée à la recherche d'un meilleur avenir, il faut donner à cette jeunesse des moyens et des raisons d'espérer et la possibilité de vivre dignement là où elle se trouve. Eh bien, c'est forte de ces idéaux et de ces ambitions que je suis allée m'installer en Afrique du Sud avec ma famille. Et c'est là-bas qu'un soir du mois de juillet 2020, le 5 juillet précisément, le jour de la fête de l'indépendance du Cap-Vert, eh bien c'est ce soir-là que j'ai reçu un coup de fil totalement improbable du cabinet du Premier ministre. Je n'avais jamais fait de politique, je n'avais jamais approché les politiques ni de près ni de loin, mais j'ai toujours été une citoyenne très engagée. Et Jean Castex m'a proposé alors de rejoindre son gouvernement pour devenir ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Voilà, c'est ça mon histoire. Je vous la raconte non pas pour vous impressionner, parce que des parcours comme le mien, j'en connais beaucoup. Ils sont peut-être moins connus, moins visibles, mais je peux vous assurer qu'ils existent. Je vous raconte cette histoire parce que je veux que vous sachiez, vous qui êtes encore à l'aube de votre vie, je veux que vous sachiez que la différence entre l'impossible et le possible réside
dans votre capacité à rêver grand et dans votre niveau de détermination. Et ensuite, le reste se construit pas à pas. Alors venons-en maintenant au sujet, au fond du sujet dont je voulais vous parler ce matin. Est-ce que si je pose mon micro, parce que vraiment il me gêne, vous allez me dire si vous m'entendez normalement, j'ai une voix qui porte. Est-ce que vous continuez de m'entendre? Oui? Ça va? Ok. Donc, je disais, venons-en au fond du sujet sur lequel Laetitia Elouette m'a demandé de vous parler aujourd'hui. Et je vais commencer par une conviction très profonde qui est la mienne. Et elle est basée sur mon expérience du monde privé et du monde public. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont bien trop grands, bien trop importants, bien trop complexes pour que les politiques seuls, les entreprises seules, les associations, les activistes ou les individus seuls puissent les résoudre tous. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont planétaires et aucun pays n'échappe aux conséquences du dérèglement climatique, par exemple, ou de la crise énergétique ou économique. Un virus peut faire le tour de la planète en un claquement de doigts. La guerre en Ukraine peut avoir un impact sur le panier moyen de la ménagère française, allemande, ghanéenne ou américaine. Et parce que le terrorisme frappe tous les pays de la même manière et que le chômage des jeunes inquiète tout le monde, et tous les pays d'Afrique en particulier, eh bien seule une coopération mondiale peut permettre de résoudre toutes ces crises. Mais cette coopération doit prendre une nouvelle forme parce que le monde a fondamentalement changé. Et il est donc plus que temps d'établir une gouvernance Afrique-Europe basée sur des partenariats gagnant-gagnant pour rétablir une confiance qui a été mise à rude épreuve ces dernières années. Jusqu'à il y a quelques décennies, les relations entre l'Europe et l'Afrique tournaient essentiellement autour de relations commerciales ou migratoires et la politique de développement était purement caritative. Les choses évoluent aujourd'hui dans le bon sens et l'Afrique est désormais l'une des priorités de la Commission européenne. L'Union européenne est le premier partenaire du continent africain, que ce soit en termes de commerce, d'investissement, de coopération au développement, d'aide humanitaire ou encore de sécurité. Tout simplement parce que nos deux destins sont intimement liés, n'en déplaise aux Cassandres. Et je crois qu'il était temps d'en arriver à ce niveau de relation parce que l'Afrique est de plus en plus courtisée par des partenaires tels que la Chine, tels que la Russie ou encore l'Inde, la Turquie et aussi les pays du Golfe. En 2019, lorsque je dirigeais Hewlett-Packard, j'ai eu accès à des données qui montraient que le continent africain avait vu le plus grand nombre d'installations de consulats et d'ambassades. Pas seulement parce qu'ils avaient envie d'aller dans des pays un peu exotiques, mais parce qu'ils ont compris que ce continent, qui est à la fois le plus jeune et le plus dynamique du continent, je rappelle que d'ici 2050, un tiers de la population mondiale sera africaine, ils ont compris que le destin du monde était aussi intimement lié au destin du continent africain. Et cette relation partenariale qui doit s'établir ne peut pas être uniquement économique. Il est important qu'elle soit également diplomatique, qu'elle soit culturelle et qu'elle soit, si j'ose dire, d'abord et avant tout humaine. Afrique-France, Afrique-Europe. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il a souhaité renouveler le rapport que la France entretient avec l'Afrique, mais également la relancer sur une échelle multiforme. Parce qu'il a compris que le dialogue entre les deux continents devait absolument changer. Les États restent évidemment des acteurs privilégiés des relations internationales, puisque les crises que nous traversons, comme je vous le disais tout à l'heure, sont planétaires. Beaucoup des questions auxquelles nous sommes confrontés exigent l'implication
des institutions publiques, non seulement au niveau local, régional et continental, mais elle nécessite aussi l'implication du secteur privé et bien sûr, de la société civile. Que ce soit par le biais des diasporas, des échanges universitaires ou par le développement de lieux d'échange et de discussion, comme la conférence que nous avons ce matin, il est important de créer des passerelles extrêmement diversifiées dans lesquelles tout le monde puisse se retrouver. Ces passerelles vont contribuer à renforcer notre compréhension de l'autre, de ses priorités et de ses contraintes. Et c'est ce qui permettra de mieux définir les contours d'un avenir commun. L'Afrique se situe seulement à 14 km de l'Europe. 14 km de l'Europe. Pour ceux d'entre vous qui êtes de grands sportifs, vous pouvez presque les faire à pied. Bon d'accord, c'est un peu long, mais vous pouvez presque les faire à pied. Cette proximité géographique, historique, culturelle, linguistique et humaine jette des ponts entre l'Europe et le continent africain, comme ça n'est le cas avec aucun autre continent. Et pourtant, on se rend compte de plus en plus que ce continent africain a des choix de plus en plus diversifiés de ses partenariats. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe doit se positionner comme le partenaire qui collabore non seulement avec le continent africain dans son développement et son émancipation, mais aussi et surtout pour nettoyer cette idée de paternalisme et de profit des ressources naturelles qui existent sur ce continent. Nous devons renouveler notre approche et sortir une bonne fois pour toutes de la relation donateur-bénéficiaire qui fut pendant trop longtemps la posture prise par l'Europe. Une coopération européenne ambitieuse doit reposer sur un partenariat renforcé entre les institutions européennes, entre les États membres et leurs opérateurs techniques et les institutions financières. Ainsi, la France, l'Europe et l'Afrique pourront avancer ensemble et avoir des stratégies communes, co-construites et concertées. Des objectifs clairs, mais surtout des réalisations concrètes. Parce que beaucoup d'entre vous ici avaient entendu des plans et des plans et des plans stratégiques, stratosphériques, qui n'ont donné strictement aucun résultat et auxquels on croit de moins en moins. En février 2022, 80 dirigeants africains et européens se sont réunis à Bruxelles pour un sommet Union européenne-Union africaine. Dans la déclaration finale qui avait été adoptée à l'unanimité, ils se sont accordés sur une vision commune pour consolider un partenariat pour la solidarité, la sécurité, la paix et le développement économique. Et ils ont adopté une déclaration contenant une série d'engagements. Je vais vous en citer 3 qui sont d'actualité et qui sont extrêmement importants. Le premier, qui répond à un défi sanitaire que nous avons tous connu, c'est que l'Union européenne a réaffirmé son intention de fournir à l'Afrique au moins 450 millions de doses de vaccins. Parce qu'il faut savoir que 80% des Africains n'ont pas encore reçu leur dose de vaccin. Un autre enjeu majeur pour l'Afrique concerne les droits de tirage spéciaux, qu'on appelle aussi DTS, qui sont émis par le Fonds monétaire international en 2021 pour amortir les conséquences de la pandémie. La déclaration finale a appelé les États membres à des contributions volontaires et ambitieuses pour réaffecter les DTS aux différents pays africains. Et enfin, le grand défi concerne les investissements européens dans le cadre de l'initiative Global Gateway. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait investir 150 milliards de dollars sur le continent, 150 milliards d'euros sur le continent africain. Il s'agit du premier plan régional dans le cadre du Global Gateway et c'est une stratégie définie par la Commission européenne depuis 2021, mais vous allez comprendre qu'elle peine à se mettre en œuvre pour de multiples raisons.
Cette enveloppe sera déployée grâce aux apports notamment des institutions européennes et celles des pays membres, mais également grâce au financement privé. Ce paquet d'investissements viendra soutenir des projets de transformation concrets dans les domaines prioritaires, vous l'avez compris, le développement d'infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture, tous ces sujets-là. Et évidemment, en France, l'Agence française de développement, l'AFD, aura une grande partie prenante et elle va s'associer à la mise en œuvre des initiatives de la Team Europe. Cette initiative cherche à véritablement impulser une nouvelle dynamique de coopération entre les différentes agences de développement européennes dans les pays partenaires au bénéfice des populations. Parce que beaucoup d'Africains disent que les politiques internationales ne fonctionnent pas parce qu'elles n'arrivent pas jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin. Renforcer la résilience de l'Afrique et de ses populations relève plus que de la simple collaboration, mais d'un véritable partenariat, comme je le disais tout à l'heure, qui soit tout à fait équitable et qui permette d'écrire ou de construire une œuvre commune. Alors, près d'un an après le sommet, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, 11 mois se sont écoulés depuis le sommet historique de l'Union africaine et de l'Union européenne qui était tant attendu et qui s'est achevé à l'époque dans un climat très optimiste. Pendant ce temps-là, alors que la Covid-19 demeure une menace dans le monde entier et que l'accès au vaccin reste très inéquitable, d'autres crises ont provoqué des perturbations importantes. Une semaine après la clôture du sommet, eh bien, la Russie a envahi l'Ukraine et elle a provoqué des ondes de choc au niveau planétaire. Le changement climatique a continué à générer un large éventail de catastrophes et une crise du coût de la vie qui a touché les populations du monde entier. Et tous ces facteurs réunis ont créé un tourbillon géopolitique qui a changé le monde tel que nous le connaissions. Après l'optimisme de la période précédant le sommet, la relation Afrique-Europe et la relation Afrique-France sont à leur point le plus bas que nous ayons connu depuis des décennies. Et cela se reflète dans l'évolution des narratifs et du ton que l'on voit dans les médias et des réseaux sociaux, mais aussi dans les opinions de la société civile qui s'expriment dans les groupes de discussion. Il suffit d'aller sur certains réseaux sociaux pour se rendre compte de l'inimitié ou des tensions qui sont grandissantes entre la France et certains pays d'Afrique, mais aussi entre l'Europe et le continent africain. La confiance est une pierre angulaire de tout partenariat réussi et cette confiance aujourd'hui est ébranlée entre les deux continents. Et elle s'est encore érodée au cours des derniers mois, notamment en ce qui concerne le suivi des engagements et des concrétisations des décisions qui avaient été prises dans le sommet Union européenne-Union africaine. Le partenariat ne se limite pas aux initiatives évidemment de la Team Europe et de l'Afrique. La communication sur les progrès réalisés par les États membres de l'Union africaine concernant les engagements pris est tout aussi importante. Cette communication permet de démontrer la volonté, le volontarisme et la détermination à avancer sur ces sujets, et particulièrement si on prend en considération le déséquilibre relatif entre le pouvoir de décision de l'Union européenne en Europe et aussi le pouvoir de décision de l'Union africaine sur le continent africain. Alors, et maintenant ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, pour rétablir la confiance entre l'Afrique et l'Europe, il est tout à fait essentiel de combler le fossé entre les promesses des sommets et les actions qui sont réalisées. Et il est important de soutenir les parties prenantes qui vont réellement donner vie et corps à toutes les décisions qui sont prises, et notamment donner force à la société civile, les jeunes, le secteur privé et les villes, pour qu'elles plaident en faveur de la programmation réelle et concrète de toutes ces promesses. La France et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique ont besoin l'un de l'autre. Et nous ne devons pas laisser passer l'opportunité d'aller au-delà de grandes intentions avec des projets de long terme aux réalités toujours plus concrètes et réelles pour le plus grand nombre.
À 9 ans de l'échéance du programme 2030 et des 17 objectifs de développement durable, nous avons la responsabilité collective de concrétiser ce nouveau partenariat historique et mutuellement bénéfique. Le partenariat Afrique-Europe doit et peut apporter des avantages tangibles aux sociétés des deux continents. Les dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne doivent s'attaquer à une multitude de crises afin d'apporter un bénéfice mutuel tangible, mais comme aucun des défis continentaux ou mondiaux complexes auxquels nous sommes confrontés ne sera résolu par les seuls gouvernements, il est impératif que le dialogue et l'interaction se développent au-delà des limites des structures formelles pour travailler avec d'autres parties prenantes et acteurs comme les organisations, comme les ONG, les associations, les entreprises, comme les militants civils, etc., etc., pour tenir compte des voix des citoyens et encore plus particulièrement des jeunes. Je vous disais tout à l'heure que l'Afrique est le continent le plus jeune, c'est aussi lié à l'âge des personnes qui y vivent. Des événements comme celui qui est organisé aujourd'hui par cet établissement sont des événements extrêmement importants parce qu'ils contribuent à un dialogue plus respectueux entre nos deux continents et ils permettent au partenariat de se pencher sur les crises existentielles et géopolitiques mondiales du XXIe siècle auxquelles nous sommes tous confrontés. Et c'est avec une citation de Frantz Fanon, qui je crois se prête parfaitement à notre époque, que je vais conclure mon propos. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je nous souhaite à toutes et à tous, en cette nouvelle année 2023 pleine de défis mais également pleine d'opportunités, de remplir notre mission, pas seulement pour nous, mais aussi pour toutes les générations à venir. Je vous remercie.